Les composantes d'un plan de cours. Pour qu'un plan de cours remplisse réellement son rôle de contrat pédagogique, il doit comprendre principalement 4 grandes parties. Premièrement, vous avez les données d'identification, où l'enseignant s'identifie par rapport aux participants. Deuxièmement, vous avez les données du programme. Ce sont les données issues des différents documents de l'offre de formation. Et troisièmement, vous avez les données du cours qui sont une composante très importante dans la mesure où le professeur sera appelé à décrire son cours avec un peu plus de détails. Et quatrièmement, vous aurez les aspects réglementaires. Commençons par la première composante. Dans cette composante, le professeur va préciser ses coordonnées et ses disponibilités. Dans cet exemple, vous avez le professeur Claudine Contreras ou la professeure Claudine Contreras qui anime le cours PAP 1535 et elle donne son adresse email et son numéro de téléphone ainsi que ses disponibilités. Elle donne en plus le numéro de contact de l'équipe de soutien qui pourra accompagner des étudiants dans le cadre de ce cours. Donc, ces données sont très importantes pour les apprenants. Deuxième composante, vous avez les données du programme. Ces données ont été développées suffisamment dans les différents documents de l'offre de formation. Je cite ici le référentiel des compétences, les maquettes de formation, ainsi que les annuaires de descripteurs. Toutes ces informations qui figurent dans cette partie proviennent justement de ces documents. Vous avez notamment le contenu minimum du cours, vous avez les modalités d'évaluation, vous avez la répartition en crédit, la répartition horaire pendant le semestre, et toutes ces informations ont été bien libellées dans les différents documents que nous avions déjà cités. La troisième composante, c'est la plus importante et elle sera justement développée par l'enseignant, d'où le nom de descriptif de l'unité d'enseignement. Dans cette composante, on trouve des informations en rapport avec la description du cours, une brève introduction, un objectif général du cours, c'est-à-dire le but général du cours vu par rapport à l'enseignant, et vous avez les objectifs spécifiques du cours ou les objectifs opérationnels. Ce sont des objectifs formulés par rapport aux apprenants en termes d'objectifs d'apprentissage. Et vous avez des objectifs du genre formulés de manière à ce que les étudiants puissent être évalués à la fin de la formation. Et vous avez des objectifs du genre, à l'issue de cette séance, les étudiants seront capables de. Vous avez toujours dans cette partie les activités d'apprentissage. Les activités d'apprentissage répondent, comme nous l'avions déjà dit, à la question de savoir comment les étudiants, quelles activités les étudiants auront à mener pour assimiler la matière. Dans le cas d'espèce, vous avez une activité du genre lecture obligatoire et complémentaire. Vous avez des activités du genre présentation PowerPoint par les étudiants. Et vous devez préciser également les modalités d'encadrement.
Par exemple, ici, il est dit tout au long du cours, vous pouvez communiquer avec le professeur par courriel. Toutefois, le moyen de communication privilégié du cours est le forum de discussion. Ça, c'est par exemple un cours qui se donne en modalité mi-présentielle, mi-distant. Et les étudiants communiquent avec le professeur via un forum de discussion. Donc, les modalités d'encadrement sont d'une importance capitale. Toujours dans la troisième partie, les données du cours, il y a une partie très importante que chaque professeur est appelé à préparer méticuleusement dans la mesure où il donne les résumés des contenus avec une planification ou un calendrier. Là, vous avez par exemple le module 1 comprend les crises, qui a autant de séances, 4 séances. La première séance, introduction au cours, présentation complète du syllabus et organisation des équipes de travail. Précisons d'emblée que le mot syllabus ne signifie pas notre syllabus. Généralement, les syllabus, c'est ce que nous appelons le plan de cours ici chez nous. Généralement, la première séance est réservée à la présentation du plan de cours aux étudiants. Et vous précisez la date. Donc, cette partie est un peu l'équivalent de ce que nous appelons la prévision de matière. Voilà. Toujours dans cette partie importante, les données du cours, vous avez les données en rapport avec les évaluations et les résultats. Là, vous devez préciser la liste des évaluations sommatives et formatives. Vous devez préciser le titre de ces évaluations. Vous devez préciser la date, le mode de travail en équipe ou en individuel et la pondération. C'est très important, il ne faut pas que les étudiants soient surpris. Il y a des interrogations improvisées et vous donnez une note que vous voulez, ils ne savent pas si ça contribue pour combien dans l'ensemble. C'est toujours très important que ces informations soient mises à la portée des étudiants. Vous avez des tests, des réflexes de gestion des crises, par exemple, rédaction d'un scénario. Donc, c'est mieux de préciser la nature et les types d'activités formatives ou sommatives. Toujours dans les données du cours, vous avez des informations détaillées sur les évaluations sommatives, notamment les examens. Vous devez dire comment ça se passera, quel est le mode de travail, quelle sera la pondération, la date de remise ou les modalités de remise, les directives, l'évaluation. C'est mieux que ça soit connu d'avance par les étudiants. Voilà. Et vous avez le test. Voilà, ça c'est toujours la description détaillée des évaluations sommatives. Même chose pour les examens. Et vient le tour maintenant du barème de notation. Ça c'est très important. Les enseignants que nous sommes, nous devons avoir un barème unique, un barème universellement compris. Chaque personne ne doit pas avoir sa propre signification des notes. Que signifie pour vous 0? Est-ce que 0 a la même signification pour tout le monde? Que signifie 1 point sur 10? Que signifie 2 points sur 10? Voilà l'exemple d'un barème universellement reconnu. On vous dit par exemple, quand quelqu'un a eu des 0 à 59, on lui donne la cote E. Des 60 à 64,99, D. D plus pour 65 à 67,99 et ainsi de suite. Donc ça, c'est un barème très adopté, notamment en Amérique du Nord,
et en Europe. Vient maintenant le tour de la quatrième composante, c'est les aspects réglementaires. Pourquoi les aspects réglementaires dans un plan de cours? Allez-vous poser la question? Eh bien, vos étudiants sont très souvent surpris de voir que vous vous comportez d'une certaine manière alors que ils n'ont été prévenus de rien. Et si nous étions dans des pays où le droit est de rigueur, ces étudiants peuvent vous traduire en justice. Parce qu'ils peuvent vous dire, mais écoutez, monsieur le professeur, vous ne m'avez jamais parlé de plagiat, mais aujourd'hui, vous me soustrayez de points pour faute de plagiat. Où est-ce que c'est dit? Moi, je ne sais pas. Vous devez vous adresser à l'établissement, vous devez vous pénétrer des politiques institutionnelles et même de politiques gouvernementales sur certaines dispositions qui vous paraissent importantes dans votre cours. Vous irez même plus loin. Il y a des règlements personnels. Si vous voulez imprimer une certaine discipline à vos étudiants, je crois que c'est ici les lieux de pouvoir le mentionner dans votre plan de cours, et c'est ça, à cet égard que ce plan de cours revêt la nature d'un contrat pédagogique que vous signez avec vos apprenants. Donc, c'est très nécessaire de préciser les règlements institutionnels ainsi que les règlements individuels et personnalisés. Voilà. Alors, en bref, nous dirons ceci. Le plan de cours est un outil puissant de planification et de suivi. Si nous ne voulons pas faire une navigation à vue, nos cours doivent avoir un plan détaillé, clair et cohérent avec les objectifs d'apprentissage, les activités d'apprentissage et d'enseignement et les méthodes d'évaluation.